Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto également, un sujet important à suivre, bien sûr Celsius Network, on va voir la crise des subprimes, la finance décentralisée, la hausse des taux, etc. D'accord? Ça va vous permettre de comprendre pourquoi on a un crack, tout ce qui est crypto-monnaie, également la bourse, et on va voir ça ensemble après sur notre feuille Excel. Alors la crise des subprimes et la finance décentralisée, on va voir comment ça fonctionne. Ça va vous permettre en fait de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avant et après, en 2008 jusqu'à maintenant 2022. Alors en 2022, il y a le protocole Celsius, la firme américaine de prêt-emprunt en fait de crypto-monnaie, qui s'appelle Celsius Network. Ils sont en difficulté financière en fait à cause de leur exposition dans les crypto-monnaies et les prêts-emprunts en fait de crypto-monnaies. Le business model fonctionne très bien lorsque l'actif, en fait, Bitcoin, Ethereum, les prix augmentent en fait, d'accord? Vous n'avez pas de problème de liquidité, le marché haussier, ça fonctionne nickel. Alors c'est quoi Celsius Network? Celsius Network propose en fait de rémunérer votre Bitcoin, Ethereum, etc. Par exemple, Bitcoin à 6%, un exemple que je donne, vous recevez des intérêts en fait de 6% l'année euh, de Celsius. Ou bien soit vous acceptez en Bitcoin ou en token Celsius. Vous avez un peu plus d'intérêt en recevant du token Celsius, sauf que le token Celsius s'est effondré de 4 dollars à 0,30 centimes, 0,40 centimes en ce moment, etc. D'accord? Parce que beaucoup de gens ont vendu. Également, bien sûr, la compagnie, je pense, a également vendu token. Voilà. Comment fonctionne ce genre de système de finance décentralisée sur les crypto-monnaies? Alors pour pouvoir rémunérer les 6% d'intérêt pour vous, forcément la firme Celsius va essayer de placer également les crypto-monnaies reçues, l'Ethereum reçu, dans d'autres protocoles blockchain finance décentralisée, d'accord, pour recevoir des intérêts plus élevés, etc. Elle va prêter en fait à une firme A, la firme A va bien sûr rémunérer Celsius en intérêt, et Celsius vous rémunère, vous donne des intérêts après, d'accord? Le problème de ce système, c'est que la firme A peut également utiliser le Bitcoin de départ comme collatéral à la firme B. Donc elle va prêter à la firme B le Bitcoin et la firme B va prêter à la firme C. Vous voyez, le système est tellement opaque, en fait, c'est aussi une chaîne, en fait. Le système fonctionne lorsque le prix de l'actif Bitcoin collatéral hausse. Lorsque le prix hausse, il n'y a pas de problème. Euh, Ça ne pose aucun problème de prêter, etc. Le problème, c'est que si le prix des bitcoins chute, imaginons que vous avez prêté à l'époque lorsque le bitcoin valait 50 000 dollars, d'accord? Le prix hausse, il n'y a pas de problème. Donc vous avez un gain latent, etc. Vous n'avez pas besoin de réinjecter du cash pour ne pas être liquidé, en fait, pour ne pas perdre du bitcoin. Lorsque le prix chute à 40 000 dollars, à 30 000 dollars, là, ça devient un très gros problème. Vous allez avoir une sorte d'appel de marge en fait, pour ne pas être liquidé, pour ne pas perdre vos bitcoins, etc. Celsius doit rajouter du cash, d'accord, pour garder son collatéral, sa position en fait. Voilà, le problème de ça, c'est qu'on est dans un marché baissier, en fait, on est passé à 69 000 dollars, 63 000 dollars, 50 000, 40 000, 30 000, là on est à 18 000 dollars maintenant, un samedi. Forcément, un carnage pour les gens qui ont utilisé le Bitcoin, Ethereum comme collatéral euh, dans leurs prêts. Euh, Là, ils ont des appels de marge, ils ont des cash en fait à réinjecter. C'est pour ça que Celsius est en difficulté financière pour trouver du cash, pour pouvoir réinjecter du cash encore pour ne pas perdre leur collatéral. Euh, je crois ils se sont mis, ils ont demandé de l'aide en fait de Citibank, ça a confirmé à regarder, pour essayer de sauver un peu leur business model, leur entreprise. Ce genre de système, vous voyez, ça fonctionne exactement comme dans la finance traditionnelle en fait, d'accord? Recherche de rendement, sauf que le produit est différent. Là, sur la finance décentralisée, blockchain, c'est des cryptos. Donc, vous pouvez transférer facilement, envoyer à des adresses, etc. Ouais, c'est très facile à transférer. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Celsius, d'accord, n'a pas
hedger. Hedger, c'est couvrir en fait ses positions Bitcoin, Ethereum, etc. Parce que là, en détenant du Bitcoin, Ethereum, etc., vous êtes long en fait. Vous avez une position long et vous utilisez ça comme collatéral dans vos prêts. Donc forcément, il y a un risque que si le marché baisse, si que la valeur de votre crypto baisse, Bitcoin baisse, bah, il faut hedger. Je ne comprends pas pourquoi Celsius Network n'a pas utilisé des contrats futurs euh, crypto, Bitcoin, Ethereum, shorter en fait. Ils pouvaient shorter à 69 000, à plusieurs niveaux, à 30 000 ou à 20 000 pour couvrir en fait contre la baisse du prix de leur token. D'accord? On sait très bien, même un amateur qui a commencé dans la crypto en 2021, il sait très bien qu'on est dans un marché baissier. En anglais, on appelle ça bear market. Comment vous pouvez avoir des positions, des collatérales en Bitcoin, vous n'avez même pas hedgé, vous n'avez même pas couvert votre position long en crypto. C'est ridicule. C'est la base de la finance traditionnelle. Lorsqu'une banque a une position sur tel ou tel actif, elle hedge en fait, elle couvre en fait sa position en vendant je sais pas, des swaps, des contrats futurs pour couvrir contre la baisse des prix par exemple. Parce que ça sert à ça un contrat futur. Un contrat futur en fait sert à spéculer à la hausse comme à la baisse, mais ça sert aussi à se couvrir contre la baisse et la hausse d'un actif. D'accord? Et ça, je comprends pas pourquoi Celsius n'a pas utilisé. Celsius avait beaucoup de cash en plus. Ils avaient levé beaucoup de fonds à l'époque, il y a quelques années pour faire ils ont vendu leur token Celsius, et ils ont levé des millions de dollars, donc beaucoup de cash. En plus, en 2021, le marché était haussier. Ils ont emprunté quand même 1 milliard de dollars en USDT, la stablecoin de Tether, gérée par Tether. Mais ce qui est étonnant, regardez, ils ont emprunté 1 milliard à un taux d'intérêt de 5 à 6%, ce qui est énorme. Alors que le marché traditionnel, la bourse traditionnelle, les taux d'intérêt en fait sont voire négatifs, voire 1%, très bas en fait. Donc ils vont aller voir Tether, pardon, et emprunter 1 milliard à 6%. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Forcément, il faut bien les rembourser ces 6%. Eh ben, ils vont prendre plus de risques, euh, essayer de trouver des protocoles blockchain défis, placer leurs crypto en collatéral et ainsi de suite. Et on découvre en fait finalement que Celsius est exposé à 3 quarts sur l'Ethereum. En fait, il y a l'Ethereum 2.0 qui va sortir et en fait l'équivalent maintenant, en fait, ils appellent ça des ST Ethereum. Vous pouvez en fait staker, etc. et recevoir. Voilà, c'est exactement le même principe, recevoir des intérêts, blablabla. Et le problème de ça, c'est que un Ether valait un ST Ether. Bah, le problème, c'est que ça a perdu sa valeur, ST Ether. DPEG, ils appellent ça DPEG en fait. Donc c'est plus 1 pour 1. Donc ça a perdu 5% par rapport à l'Ethereum. Et donc s'ils revendent leur ST Ether, ils auront une perte de 5% sur une position en millions, en milliards de dollars. Ce qui est énorme. D'accord? Donc ils sont non seulement Celsius est exposé parce qu'ils ont utilisé des cryptos comme collatéral dans un marché baissier, d'accord? En plus, ils ont placé leur Ethereum, ils ont converti en ST Ether, et en plus, il y a un DPEG entre ST Ether et Ethereum. C'est la double peine en fait. Non seulement le prix baisse de leur collatéral, et ils se tapent un DPEG en fait entre l'Ethereum et ST Ether. Je crois que c'est 5% à peu près. Donc c'est plus 1 pour 1. Donc forcément, ce qui est terrible, c'est que donc c'est pour ça qu'ils sont en train de chercher du cash. Et en plus, je crois qu'ils ont rajouté la semaine dernière quelques de cash pour pour descendre en fait le prix de la liquidation de leur position à, je crois, dans les 14 000 dollars, le prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin chute vers les 14 000 dollars, là, ils vont perdre leur collatéral crypto. D'accord? Ça sera liquidé et ils seront en faillite. Celsius sera vraiment en faillite. Vous voyez pourquoi? Vous voyez très bien que là, ils pouvaient couvrir en fait leur position, ils l'ont pas fait. Incroyable. Ce qui est vraiment incroyable.
Et contrat futur, maintenant c'est très simple, hein. Vous allez sur un exchange, le plus gros exchange, vous mettez des millions de dollars et vous shortez le Bitcoin. C'est contrat futur, voilà. Le Bitcoin chute, vous êtes gagnant. Et ça n'a pas été fait. Alors que c'est la base. Vous voyez, c'est incroyable, non? Ils se sont lancés dans la finance sans savoir vraiment comment gérer le risque, en fait. Ils appellent ça risk management. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de risk management, Celsius. Ils ont emprunté quand même 1 milliard de dollars à Tether pour un taux d'intérêt de 6%, ce qui est vraiment énorme. Je vais vous montrer autre chose qui va illustrer en fait la situation actuelle. LVMH, je vais vous parler de LVMH, LVMH en fait. Voilà. LVMH en fait, ce qu'ils ont eu, en fait ils ont eu, en fait ce qu'ils voulaient faire c'est, ils voulaient racheter Tiffany, d'accord? Tiffany pour 16 milliards de dollars. Tiffany. Le problème c'est qu'ils sont pas bêtes. Ils vont pas utiliser leur trésorerie en cash et d'aller acheter Tiffany, d'accord? Sachant que les taux sont à négatif, les taux sont 0 à 1%. Ce qu'ils vont faire LVMH, ils vont émettre de la dette, ils vont émettre en fait des obligations et qui vont le vendre en fait à des investisseurs, à plusieurs investisseurs, etc. à la BCE. Et on apprend en fait que, en plus, comme le taux est le rendement est négatif, il y a des investisseurs, ce qui est incroyable, ils sont prêts à donner des milliards de dollars à LVMH à taux négatif. C'est-à-dire que non seulement ils donnent des milliards à LVMH et ils leur payent des intérêts parce que c'est taux négatif. LVMH reçoit du cash et en plus reçoit des intérêts. Alors que c'est eux ils ont emprunté de l'argent. Vous voyez le truc? Les banques centrales ont complètement faussé l'économie, faussé les taux d'intérêt, etc. Et en plus, la Banque centrale européenne a acheté des obligations de LVMH. Taux zéro, gratos, l'argent gratuit, quoi. Donc, Bernard Arnault est devenu encore de plus en plus riche grâce à la BCE et grâce au taux négatif. Vous voyez le truc? Et Celsius, ils font le contraire. Comme ils sont pas cotés à la bourse, c'est pas LVMH, donc ils peuvent pas émettre de la dette, des obligations, ils vont emprunter 1 milliard USDT stablecoin à Tether. Tether qui gère en fait le USDT stablecoin à 5 à 6%, ce qui est énorme. Vous voyez la différence une sorte d'injustice entre le marché, le monde, la finance traditionnelle et le marché de la crypto. Le marché de la crypto, vous empruntez un taux de 5 à 6%, et le marché traditionnel, vous empruntez un taux négatif, un taux zéro, l'argent gratuit en fait. Ils appellent ça free lunch en anglais, parce que en fait, lorsque vous allez dans un restaurant, normalement, rien n'est gratuit, d'accord? Soit c'est vous qui payez la nourriture, soit c'est un ami qui vous paye le resto, d'accord? Le dîner, quoi, en fait. Et là, dans ce cas-là, c'est la BCE, en fait, qui paye, en fait, gratuitement, qui donne de l'argent gratuitement à LVMH. Et certains investisseurs également donnent de l'argent gratuit à LVMH. En plus, ils leur donnent des taux d'intérêt. Vous voyez le truc? Incroyable. Incroyable ce genre de système à cause des taux négatifs. Voilà. Revenons un peu à notre Excel. Alors, pour comprendre tout ce genre de système, ce système en 2022 ou 2008, ça fonctionne exactement pareil. Les produits différents. Regardez. Le sous-jacent ici, c'est le marché immobilier aux États-Unis. Là, c'est les cryptos. D'accord? Le sous-jacent, c'est Ethereum, Bitcoin, etc. Donc, mais le fonctionnement, c'est exactement le même principe. Hein, d'accord? On va voir ça. Alors, c'est quoi titriser une dette? Titriser une dette, en fait, c'est transformer les créances, en fait, en obligations, en titres, en fait, obligataires. Comme ça, vous pouvez splitter, le diviser et le vendre à des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, les banques, etc. Et pour faire cela, en fait, les banques créent en fait une entité qui s'appelle SPV, Special Purpose Vehicle, qui va gérer justement les créances, obligations subprimes, quoi, toxiques qu'ils ont mis dedans. Et ils vont vendre en fait à des investisseurs en leur proposant des rendements, 10%, 5%, etc. D'accord? Plus c'est risqué, plus vous avez un taux d'intérêt beaucoup plus élevé.
L'avantage de ce système-là pour les banques à l'époque, c'était vous sortez en fait des créances de votre bilan, comme ça vous n'avez pas donc un capital de réserve à faire en cas de difficulté. C'était à l'époque de BAL 1, BAL 2. En fait, c'est des règles prudentielles qui obligent les banques à avoir un fonds propre, etc. Et voilà. Dans le cas des suprêmes, c'est que ils sortent en fait les créances plus ou moins douteuses de leur bilan. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils faisaient. Et en fait, ils splittaient et ils vendaient à des investisseurs tout ce qui est les créances subprime, etc. Ouais, vous voyez. Et ça commençait, la raison en fait, où lorsque ça commence à diviser, on va voir après, c'est que la Fed, Alan Greenspan, a décidé de faire exploser la bulle obligataire, la bourse, également l'immobilier, en haussant les taux en fait. D'accord. Forcément, lorsque vous haussez les taux, ben, les gens ne pourront plus rembourser leurs leur prêts, etc. D'accord. La banque après récupère la maison et va le vendre en fait sur le marché et il y aura une quantité énorme de maisons à vendre et les prix des maisons vont chuter. Et c'est ça les suprêmes. Et forcément après ça fait chuter tout ce qui est les titres que vous avez vendus aux investisseurs puisque les sous-jacents étaient l'immobilier. D'accord. Très simple à comprendre. Et donc, pourquoi ils faisaient ça? Parce que les banques avaient intérêt de recevoir du cash, hein, de commission. Plus elles faisaient des crédits, etc., plus elles recevaient les commissions. Donc, sachant que il y a un très bon film à avoir, Big Short, qui explique très très bien. En fait, c'est que les banques prêtaient à n'importe qui. Les gens qui étaient en CDD, les gens qui étaient en intérim, précaires, etc. Oui, il n'y avait pas de moralité en fait. Donc, du moment qu'ils recevaient des commissions. Le film le montre très très bien. On appelle ça l'aléa moral. C'est comme si quelqu'un qui avait par exemple un vélo a pris une assurance en cas de vol, sauf que lui, bah, il va mettre un anti-vol en plastique ou facile à voler, à casser. Et voilà, le vélo va se faire voler, va perdre son vélo. L'assurance va rembourser le vélo. C'est l'aléa moral. Dans ce genre de système, bah, c'est les banques centrales qui arrivent et qui sauvent les banques en fait, vous voyez, qui tentent de sauver. Et la crise du subprime de 2008, c'était un carnage, hein, c'était la récession, etc. Et les banques centrales ont dû injecter de la liquidité, etc. pour soutenir l'économie. Mais on a eu les faillites quand même de Lehman Brothers, etc. Donc, une banque d'investissement américaine très connue à l'époque. Donc beaucoup de gens ont perdu leur retraite et leur travail, leur job, quoi. Vous voyez le truc. Deuxième raison titrisée, ils ont aussi fait quelque chose qui est quand même incroyable, c'est comment dire, transformer également, bien sûr, on a vu ça en titre, en créance obligataire, mais ils ont fait en fait une sorte de paquet de crédit avec tout et n'importe quoi dedans, en fait, à des niveaux de risques différents, risqués, moins risqués, etc. Ils appellent ça des tranches, et ils ont vendu toutes ces tranches-là à des investisseurs, hedge funds, à des fonds de pension, etc. Vous voyez, complètement. Et c'est pour ça qu'on appelle subprime. Subprime, c'est le terme américain en fait, ouais. L'immobilier américain, quoi. Ils appellent ça subprime, crédit hypothécaire. Et donc là, on va voir ça après que, et ben en fait, le problème de ce système-là, c'est exactement comme la crypto. Ça fonctionne quand le prix de l'immobilier augmente, d'accord? Le jour où il y a un taux de hausse des taux d'intérêt, l'immobilier qui commence les prix chutent. Et là, ben voilà, un carnage. C'est exactement ce qui se passe dans le monde de la crypto, la finance décentralisée. Ce qui se passe chez Celsius. Ils ont utilisé crypto, les bitcoins comme collatéral. Le prix de bitcoin chute, et ben ils sont dans des difficultés financières. Voilà, exactement le même principe. Regardez. Alors, les investisseurs, facteur supplémentaire, les investisseurs qui ont acheté les obligations n'ont pas tous acheté en payant comptant. Ah oui, là, oui, également, ils ont emprunté, mais en s'endettant à leur tour pour bénéficier des effets de levier d'un endettement à taux très bas. En plus, vous voyez, ils ont emprunté, les investisseurs qui rachètent ces crédits-là toxiques, ils ont emprunté à des taux très bas à l'époque, et qui retitrisé également à second degré. Vous voyez, complètement dingue, une chaîne en fait.
Regardez, sur le marché de l'immobilier anglo-saxon, c'est que vous pouvez emprunter à taux variable, d'accord? Il y a des gens qui font un taux fixe, mais c'est sur 2 ans. Il faut rouler, ils appellent ça, tous les 2 ans. Mais la majorité, c'est à taux variable. Un exemple. Ce qui se passe, prenons l'exemple du marché australien. L'achat d'une maison, par exemple, de 100 euros, d'accord? Un an après, à cause des banques centrales qui ont injecté beaucoup de liquidités, de fausses monnaies, l'immobilier augmente. Boum. Un an après, votre maison passe à 200 euros. Donc, vous savez que vous avez un gain de 100 euros, d'accord? Vous appelez ça un equity, le gain. Attends. Vous allez voir la banque et vous dites, écoutez, bon, bah, le prix de ma maison est vaut maintenant 200 euros. Est-ce que je peux emprunter encore pour acheter une autre maison? La banque va dire, oui, pas de problème. Les banques adorent comme collatéral en fait l'immobilier, d'accord? Donc la banque va encore vous prêter. Imaginons que vous prête 300. 300, vous achetez une autre maison et, après bah, vous remboursez, etc. Ou bien vous le louez à quelqu'un, etc. Ce système fonctionne lorsque le prix de l'immobilier augmente, d'accord? Chaque année ça augmente, pas de problème, ça augmente. Et les taux bas, parfait. Le jour où les taux augmentent, là ça va commencer à... C'est le grain de sable en fait, la hausse des taux, d'accord? Et là, lorsque les gens vont commencer à perdre leur boulot, être en récession, les gens pourront plus rembourser leur emprunt, les prix de la maison vont commencer à chuter. Et voilà. C'est exactement le même principe qu'ici. Ici, lorsque le prix de Bitcoin chute, et là, lorsque le prix de l'immobilier chute. Donc voilà, subprime. C'est la crise de subprime. On a connu ça en 2008. On a également connu la crise immobilière espagnole, même principe. Une bulle qui a éclaté. Les gens qui ont construit plein de maisons, plein d'appartements à côté de la mer, la plage, mais vide, quoi, complètement vide. Il se passe également en Chine. Ils appellent ça les villes fantômes en Chine, les ghost towns, où ils ont pareil l'immobilier, ils ont construit plein d'immobilier. Bah, il est assez vide, en fait. Il y a personne qui a acheté, en fait. Bon, la bulle, quoi. Voilà, complètement dingue. Donc l'histoire, en fait, l'histoire se répète exactement pareil, c'est le même principe, mais le produit est différent, bien sûr. Mais le signe d'un crack, en fait, de ce qui se passe, c'est par exemple en 2007, au mois d'août, la BNP a commencé à geler les. Il y a Le Monde, en fait, un article qui parle très bien de ça. C'est, regardez, août 2007, le début de la crise des subprimes. Il y a 10 ans, la banque BNP Paribas gelait les retraits de ses clients dans 3 de ses fonds monétaires. En fait, il y a 3 de ces fonds-là, pour pas dire, en fait, c'est des fonds suprêmes, c'est des fonds sur le marché américain, immobilier américain, là, tu vois. Donc forcément, après ça, c'est le début de la crise. Ça, le signe, en fait, de la crise du suprême de 2008. Ce qui se passe en 2022, c'est exactement pareil. Il y a Celsius, la semaine dernière, gèle les fonds de ses clients. Les clients n'ont plus accès à leur Bitcoin, Ethereum, XRP, peu importe. Il y a un autre fonds également, il y a une autre entreprise dans les mêmes difficultés à geler les retraits. Vous voyez? Voilà. Même, même principe. C'est le même signe, en fait, d'un crack à venir. Et alors, dans ce genre de situation, vous faites quoi? Le problème, c'est que si vous n'avez pas de, comment dire, si vous n'avez pas de portefeuille physique comme le Ledger, votre crypto n'est plus à vous, en fait. C'est comme votre monnaie qui est placée en banque, elle n'est pas à vous, en fait. D'accord? Parce que la banque, elle peut geler votre fonds, elle peut prendre votre fonds en cas de faillite. D'accord? Ils appellent ça bail-in. D'accord? Il n'y a plus de bail-out. Bail-out, c'était les banques centrales, etc. Bail-in. Ils peuvent prendre dans vos épargnes, en fait, maintenant, les banques. En cas de crise, vous n'aurez plus accès à votre cash. Donc, il y a toujours un risque. D'accord? Dans ce genre de situation, vous faites quoi? Soit vous laissez votre argent, votre cash en banque. Le problème, c'est que vous allez voir, votre monnaie va être diluée par l'inflation, qui explose en ce moment à 9%, 8%, etc. D'accord? Le problème de rester en cash, il y a l'inflation. Mais en cas de crise, de l'effondrement du système, la crypto, la bourse, l'immobilier, vous aurez du cash pour acheter au plus bas possible, comme en 2008. Voilà. Donc les riches achètent toujours au plus bas, parce qu'ils ont du cash pour acheter au plus bas. Ça, c'est l'histoire se répète toujours comme ça, d'accord? La classe moyenne se fait rincer, elle n'a pas de cash pour acheter quand ça craque, et les riches achètent toujours au plus bas. Voilà, ça c'est vraiment
C'est le système actuel, comment fonctionne ce système. Alors, en termes de, news sur le, ça c'est intéressant, Charlie qui poste. En fait, il a posté en fait sur l'inflation. J'ai vu ça, on va voir ça. C'est vraiment intéressant ce qu'il poste. Regardez là, 2022, le rendement, waouh, carnage. Google, moins 26%, Apple, moins 26%, Amazon, moins 36%. Vous voyez, tous ces bulles-là, en fait, voilà, c'est un carnage, d'accord. C'est une grosse correction, hausse des taux, forcément, euh, tout dévisse, en fait, regardez. Tesla, moins 38%, Shopify, moins 77%, wow, Netflix, moins 71%. Wow. Oui, c'est Facebook, Meta, c'est moins 51. Un vrai carnage. Alors, le rendement de Nasdaq par rapport à 2000. En 2000, moins 37%. Alors, en 2008, il a combien? 2008, moins, ouais, c'était la crise à l'époque, moins 42%. Après, pour remonter après, petit à petit, parce qu'il y a eu l'intervention des banques centrales qui ont rajouté de l'argent, imprimé de l'argent, ouais, et tout est remonté, etc. D'accord? En 2021, en 2020, plus 49%. 2021, plus 27% quand même. Là, c'est un carnage en 2022, là, vous voyez. Nasdaq, moins 31%. Là, on est pas, je pense pas qu'on est en bottom encore. On peut descendre un peu plus bas, je pense. Ça, c'est à vous de voir, hein, est-ce que c'est le moment ou pas. Moi, je vous donne pas, à vous de voir. C'est pas un conseil financier, quoi que ce soit. D'accord? Alors, voilà, en termes de taux d'inflation, les taux d'inflation en Argentine, incroyable, 60%. Avec des intérêts, le taux de banque centrale en Argentine, c'est 52%. Bah, moins l'inflation, bah, il reste toujours négatif, hein, d'accord? Le taux est négatif. Turquie, 14. Taux d'inflation, 73%. Moins 59, carnage. Là, on va voir en zone euro. En zone euro, on est dans les 8 à 9% de taux d'inflation. Mais ce qui est ridicule, c'est en France, ils disent oui, 5% d'inflation. On sait très bien que c'est faux. L'Allemagne en Espagne est dans les 9%, en France, pourquoi on sera à 5%, vous voyez? C'est qu'ils bidouillent toute l'inflation, en fait. Ça, vraiment, c'est vraiment du n'importe quoi. La Suisse, ils disent que c'est 2,9, pareil, hein, j'y crois pas non plus. Là, c'est vraiment, le Japon, j'y crois même pas. C'est taux d'inflation 2,5% au Japon, alors que c'est une île, hein, ils importent beaucoup de tout, en fait. Le Japon importe un peu, quasi tout maintenant. Et en fait, ils impriment de la monnaie, hein. La Banque du Japon n'arrête pas depuis des années en fait d'injecter la fausse monnaie, avec taux négatif bien sûr, hein, et taux réel négatif également. Mais dire que l'inflation était 2,5%, c'est ridicule. En plus, j'avais vu un reportage récemment sur le marché en fait au Japon. La nourriture en fait, les gens quand ils achètent, ils ont moins de nourriture. Il y a moins de quantité en fait. Ils appellent ça shrinkflation. C'est en fait c'est l'inflation cachée. Les gens ne voient pas, ils vont pas peser toutes, toutes, je sais pas, toutes les choses qu'ils achètent en fait. Ils vont pas peser. Hein. Les paquets de biscuits, ils vont pas s'amuser à peser ou à lire derrière. Et en fait, les gens ont moins de quantité en fait. D'accord? J'appelle ça shrinkflation. Le shrinkflation, il se passe également en Europe, au Royaume-Uni ou en France. C'est pareil. C'est l'inflation cachée, etc. D'accord? Voilà, voilà. Un carnage au niveau, je sais pas quand en fait le marché va craquer. Alors, vous voyez, tout ce qui est matières premières, commodities, le gaz naturel, wow, plus 130% de gaz. Heating oil, plus 110%. Gasoline, plus 110%. Vous voyez, c'est un carnage. Là, la classe moyenne va vraiment se faire, je dirais, rincer par comment dire, la hausse des matières premières, le pétrole, le gaz, etc. Et les salaires n'est pas indexé à l'inflation, hein, d'accord. Contrairement, c'est le Parti socialiste en fait dans les années 80 en France qui a désindexé les salaires face à l'inflation. Ce qui est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Mais gardez le moral, hein, gardez le moral. Euh, Pendant les crises, euh, c'est aussi une opportunité d'acheter au plus bas possible, d'accord. Faut surtout pas l'oublier. Les gens, certains ont peur, vendent au plus bas, mais les gens qui ont un mindset fort, etc., ils peuvent en fait tenir pendant des années, hein. Et s'ils ont du cash, ils peuvent racheter au point le plus bas possible. Après, je sais pas
Si les banques centrales vont intervenir comme en 2008, si on a un crack vraiment sévère comme en 2008-2007, est-ce que 2022-2023, est-ce que si on a un crack, une récession, est-ce que les banques centrales vont réinjecter de l'argent, vont réabaisser les taux d'intérêt? Je n'en sais rien, d'accord? Ça, je n'en sais rien. C'est à suivre, mais chaque crise est une opportunité. N'oubliez pas, c'est une opportunité. Ça sera une opportunité historique pour les gens qui ont du cash pour acheter au plus bas possible. D'accord? Maintenant, revenons sur le marché de la crypto. Là, ça a vraiment dévissé, ça a cassé les 20 000 dollars. Je pensais qu'on allait un peu plus rester peut-être une semaine dans les 20 000. La pression à la baisse, elle est beaucoup plus élevée. Forcément, ça pousse le Bitcoin. Même on est à samedi, ça pousse quand même dans les moins 10% à 18 847. Bon, l'Ether, c'est vraiment baissier. 979 dollars. Je pense qu'on va descendre beaucoup plus bas sur l'Ether parce qu'il y a l'Ethereum 2, il y a beaucoup d'Ethereum qui vont se retrouver sur le marché et les gens vont vendre pour avoir du cash et ça va faire pousser l'Ethereum à court terme, je dirais, à baisser dans les 400, je n'en sais rien, 400 dollars. C'est un carnage encore. Mais je pense qu'il faut un événement Black Swan comme Luna, Terra Luna, pour pousser, ou bien Celsius qui faillite, pour pousser le BTC dans les 10 000 dollars. Il est possible, je n'en sais rien. Là, je vois pas où se trouve le bottom, d'accord? Moi, je pensais que le bottom pourrait être dans les 20 000. On a cassé les 20 000. Là, 15 000 et 10 000, c'est très probable. Ça, c'est mon point de vue. C'est pas un conseil d'investissement. Faites des DCA, c'est la meilleure stratégie à faire lorsque vous ne connaissez pas le bottom, d'accord? À long terme, pensez à ça. Et bien sûr, n'oubliez pas que chaque crise est une opportunité pour investir du cash, parce que le cash en banque ne sert à rien, d'accord? Ne sert à rien. Sinon, bah, si vous aimez cette vidéo, faites-moi un commentaire ou dites-moi ce que vous pensez sur le bottom, le prix, le point le plus bas possible. Je pense que 10 000, peut-être 9 000, je n'en sais rien, mais c'est à suivre. Surtout les news sur Celsius Network à suivre. Également parce que ça va être un carnage pour tout ce qui est finance décentralisée. Les gens qui ont placé justement comme collatéral les bitcoins pour emprunter, ça va être un carnage, un bain de sang. Euh, L'histoire se répète, mais avec bien sûr des produits différents. Incroyable, hein. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'ils n'ont pas hedgé leur position alors qu'ils peuvent shorter, d'accord? N'importe qui peut vendre à découvert du Bitcoin pour profiter de la baisse du prix du Bitcoin. C'est incroyable. Alors qu'en finance, en bourse traditionnelle, les banques achètent ou vendent des contrats futurs pour hedger couvrir leur position en fait. D'accord? C'est tout à fait, c'est pas très compliqué à faire. C'est tout simple, hein. Vous pouvez être shorté avec des effets de levier ou pas effet de levier, hein. Donc pourtant c'est pas un produit compliqué le futur. Et Celsius n'a pas hedgé ses positions apparemment. Incroyable. Sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.